Merci beaucoup. Il me revient de revenir. Je remercie mes collègues d'avoir été aussi ponctuels. On est parfaitement à l'heure. Je ne vais pas vous retarder davantage. On fait donc la chirurgie du mou, puisqu'on est la chirurgie du mou. Vous montrez donc la chirurgie métabolique, peut-être qu'elle peut nous emmener, et vous êtes pour certains chirurgiens hépatiques. Et donc vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin que le diabète, et probablement on ira plus loin que le diabète. Donc voilà une autre avenue pour les années à venir de la chirurgie métabolique, dans laquelle je pense un avenir important s'ouvre devant nous. Donc juste, la maladie, vous la connaissez, c'est le foie gras, c'est la stéatose hépatique, la maladie que les Américains appellent NAFLD, Non-Alcoholic Liver Disease. Sa prévalence suit celle de l'obésité et du diabète, elle est considérable dans le monde. Pour aller rapidement, c'est une carte qu'on pourrait faire pour toutes les maladies métaboliques. Mais ce qui est particulier avec cette maladie, c'est qu'elle est devenue bien connue, en tout cas elle est bien décrite, et qu'elle est quand même particulièrement mal connue. Elle a quelques principes fondamentaux qui sont des boîtes noires qu'on ne connaît pas. Sa pathogénèse qui entraîne de la stéatose à la fibrose, en passant par l'hépatite, par l'inflammation, est très mal connue. Par ailleurs, il faut une biopsie hépatique pour la diagnostiquer, ce qui est quand même un frein majeur pour reconnaître une maladie. Ce n'est pas une glycémie, c'est une biopsie hépatique invasive. Et puis enfin, le délai de progression est long, 15 ans, 20 ans, et pourtant c'est cette partie du diabète, c'est cette maladie-là dans le diabète qui va faire la maladie cardiovasculaire et la mortalité probablement des malades 20 ans plus tard. Pour vous chirurgiens, pour nous chirurgiens, voilà un exemple illustrant. L'année dernière, la première implication de nouvelles inscriptions sur liste d'attente de greffe hépatique, c'est la NASH. Ça n'est plus le virus, ça n'est plus l'alcool. Dans les RCP d'hépatocarcinome de toutes les villes de France, à Lille c'est comme ça régulièrement, c'est toutes les semaines, de plus en plus souvent, à la fin de la réunion, pas un seul des malades n'avait ni alcoolisme, ni hépatite, 3, 4, 5 observations de maladies exclusivement métaboliques. Donc c'est une maladie qui est vraiment en devenir, et quand on connaît la pandémie de l'obésité et du diabète, on voit qu'en chirurgie hépatique en général, on va la voir souvent venir. C'est une maladie par ailleurs qui est orpheline, elle n'a pas de médicaments. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun médicament approuvé, remboursé dans le monde entier. Donc ça, c'est tous les laboratoires qui sont dans une course effrénée en ce moment pour développer des médicaments. Il y a des essais cliniques, sauf qu'une société française est un peu en avance en ce moment, qui s'appelle Genfit, mais c'est pour l'instant aucun médicament remboursé. Donc bien sûr, la chirurgie, avec tout ce qu'on vous a dit de ses bienfaits sur les maladies métaboliques en général, est une candidate potentielle. Le problème, c'est que la littérature, initialement, était parsemée d'observations, mais ce n'est pas que la littérature. Vous êtes certainement, vous avez été témoin, notamment les chirurgiens hépatiques, d'observations d'insuffisance hépatocellulaire sévère, d'indications de greffe hépatique chez des patients qui avaient été opérés, notamment il y a 20 ou 30 ans, par les opérations très mal absorptives. Donc cette observation, il en existe pas mal, avait créé un doute, enfin une crainte importante. Opérer de l'obésité des patients pouvait les mettre à risque de développer, non pas d'améliorer, mais de développer des complications graves, hépatiques, y compris mettant en jeu le pronostic vital. Donc, à Lille, quand on a commencé, quand M. Proy m'a lancé sur cette aventure de la chirurgie métabolique, en me disant qu'on en ferait davantage que de thyroïdes, à l'époque on faisait 800 thyroïdes, on faisait 3 opérations bariatriques par an, l'année dernière, les courbes se sont croisées à Lille. Dans le service, on a fait davantage, cette année, là qui se termine, 2016, il vient d'être compté, davantage que de thyroïdectomie. Donc c'est une réalité, c'était une prémonition. Quand on a commencé, fort de cette expérience de la littérature, moi j'avais été très inquiet. Je me dis on va faire des catastrophes hépatiques à 5 ans ou 10 ans. Ce qui nous a amené, c'est le hasard de la recherche clinique longitudinale au long cours, à proposer un programme de biopsie hépatique itérative chez nos patients, assez délirant aujourd'hui, mais qui à l'époque était sincèrement fait pour prévenir les risques. Où donc j'ai proposé, et les patients l'entendaient et l'acceptaient, d'avoir une biopsie hépatique à 1 an et à 5 ans. Nous l'avons fait chez plus de 1000 patients. Donc ce qui nous a mis au sommet aujourd'hui d'une cohorte de patients et de biopsies hépatiques, de tissus et d'histoires cliniques tout à fait uniques au monde, et qui nous a permis d'explorer ce lien entre chirurgie bariatrique et biopsie hépatique. J'explique cette genèse parce que sinon on se demande vraiment pourquoi on a fait toutes ces biopsies, ce qui est à la limite de l'éthique aujourd'hui quand on connaît les bienfaits de la chirurgie sur cette composante hépatique. Donc ça c'est juste pour vous dire rapidement, mais j'insiste sur le caractère multidisciplinaire. Je n'aurais jamais pu faire cette histoire-là sans la collaboration de Philippe Mathurin, qui est un hépatologue de renom en France, et qui est devenu, à l'époque c'était l'alcoolisme son fer de lance, qui est en train de devenir le spécialiste avec nous de la NASH dans notre pays. Donc, tous ensemble, on a donc fait ça. J'aimerais aussi insister sur la recherche clinique sur les obèses, les patients obèses, qui sont des patients particuliers en recherche clinique parce qu'ils sont extrêmement motivés pour participer. C'est assez étonnant, les obèses sont souvent jugés comme étant un peu réticents aux soins. Et pourtant, dans la recherche clinique, parce que c'est une maladie très héréditaire,
même si ce n'est pas que génétique. Leurs enfants sont souvent obèses, c'est des familles de patients obèses et diabétiques, et ils sont très participants à la recherche, et c'est pour ça qu'on a pu aussi développer ça. Ça, c'est juste une réunion qu'on a chaque année aujourd'hui, où on invite tous les patients qui ont signé des consentements éclairés dans notre équipe à participer à une journée annuelle où les chercheurs leur parlent. Ils utilisent leurs tissus, leur DNA, leur sérum, et une fois par an, ils sont invités, 200 personnes viennent, payent leur taxi, payent leur parking, un samedi matin pour venir écouter des chercheurs, leur parler de statistiques et de génétique, qui est un gros effort pour les chercheurs, et ça dit bien à quel point les patients sont positifs dans cette recherche clinique pour une maladie qui par ailleurs bien invalidante. Donc juste un mot, qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années? Eh bien on a exploré ces résultats, donc on a publié dans des grosses revues de gastro-entérologie à 3 reprises aujourd'hui, et on a démontré, pour faire simplement les choses, que non seulement on n'avait pas eu de problème, mais on avait aussi on a pu démontrer en cette cohorte longitudinale qu'on avait une amélioration de l'ensemble des composantes histologiques de la maladie hépatique, l'astéatose, donc ça c'était assez connu, l'inflammation, mais vous allez le voir avec encore quelques doutes jusqu'à récemment sur la fibrose. Et donc récemment, le dernier article que nous avons pu publier, parce que l'astéatose finalement c'était assez attendu, mais dans le cadre de la NASH, donc la maladie sévère, celle qui est la stéatohépatite, nous avons eu l'heureuse surprise de confirmer qu'on avait pu avoir sur ces 1000 patients, 100 patients avec une NASH sévère initiale, documentée par l'histologie, avoir une régression un an après la chirurgie de 80% des cas de NASH. Ce qui veut dire que sur 109 patients de NASH, 80% un an plus tard seulement n'étaient plus porteurs de la NASH, dans une maladie qui n'a pas, je vous le rappelle, de médicaments concurrents. Il n'y a pas de médicaments. Un patient aujourd'hui atteint d'une NASH n'a pas d'autre traitement que l'observation. Alors plus intéressant encore, alors ça c'est l'illustration de ces résultats, plus intéressant encore la fibrose, puisqu'on sait bien qu'on considère souvent que la fibrose est l'ultime évolution de la maladie et qu'elle est peu réversible et qu'une fois que la cirrhose est arrivée, la fibrose est irréversible et ne peut plus reculer. Et donc dans cette série tout à fait particulière, où on a des biopsies 3 fois chez les mêmes patients, au jour d'intervention, à 1 an et à 5 ans, on a pu démontrer, que les patients cirrhotiques, entre guillemets, ou en tout cas avec des fibroses sévères, sont rares. Ils sont découverts a posteriori sur les biopsies hépatiques. Vous voyez qu'on avait 13 patients qui avaient des fibroses sévères, de F3 ou F4. Et on a vu régresser la fibrose avec, et c'est ici le cas d'une patiente, on a pu récupérer simplement les histologies, avec les histologistes de leurs archives, de nos patients après les résultats connus. Et vous voyez ici que cette patiente qui avait 60 ans, une NASH sévère, avec de la fibrose, 1 an, puis 5 ans après, récupère un foie non distinguable d'un foie normal. Ce qui veut dire que, comme dans l'hépatite virale, si on corrige l'hépatite, on peut avoir régression de la fibrose, ce qui est une excellente nouvelle pour la maladie en général. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Je passe vite sur ça pour vous dire que ça répond à quelques questions qui ont jailli tout à l'heure, c'est que toutes les opérations ne sont pas égales, et que l'opération gastric bypass, au-delà de la perte de poids, semble apporter un bénéfice supplémentaire. Bien sûr, la perte de poids est essentielle, mais quand on compare le gastric bypass et l'anogastrique dans cette même série, et qu'on établit avec des analyses multivariées les critères qui vont peser sur le résultat positif, eh bien, le fait d'avoir eu un gastric bypass à perte de poids égale est un élément favorable, comme le fait d'avoir le diabétique et sa rémission, le diabète et sa rémission, qui est aussi un élément particulier qui impacte le traitement de la NASH. Donc, on voit ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que, voilà, c'est peut-être dangereux la chirurgie. La NASH est une maladie sévère, mais avec témérité, on est en train de se demander si c'est pas possible d'opérer les patients, comme tout à l'heure on l'avait dit pour le diabète, alors que leur obésité n'est pas majeure, mais pour la maladie NASH. La difficulté avec la NASH, c'est que de NASH à cirrhose, il n'y a qu'un pas, et que donc on prend des risques, et donc la témérité a des limites. Et donc, vous m'excuserez cette horrible diapositive, mais c'est vrai que dans notre chirurgie, la sanction peut être terrible. Et donc, il y a une limite à ne pas franchir, qui est d'opérer des gens dont l'état est tellement grave que même si nos espoirs sont énormes, on les entraîne dans des complications dramatiques. Et donc, bien sûr, on est très attentif, et avec Philippe, Mathurin, mon collègue hépatologue, on réfléchit beaucoup en ce moment à ça, et vous allez voir à quoi on a abouti. Ça, c'est juste pour rappeler qu'opérer d'une intervention abdominale simple un patient cirrhotique, c'est prendre des risques. Et vous savez que le score MED, donc un des scores possibles pour quantifier la cirrhose, donc qui est toute une échelle, et que simplement quand il atteint le chiffre 8, donc c'est modeste, mais qui est une atteinte hépatique objective, on multiplie de façon très significative la mortalité d'opérations aussi simples que la cholécystectomie. Opérer d'une vésicule un patient, même modérément cirrhotique, c'est lui faire courir un risque de complications létales
non négligeable. Et donc clairement, on n'est plus dans la cholecystectomie en termes de complexité. Si on propose des gastric bypass, il est clair qu'on prend des risques. Et donc il est important de se retourner un petit peu et de regarder ce qui s'est passé chez nos patients. Donc si on regarde dans notre cohorte, les patients cirrhotiques, ils sont peu nombreux parce que par définition, la cirrhose, si elle avait été diagnostiquée cliniquement avant l'intervention, était autrefois une contre-indication. Mais, comme on fait des biopsies à tout le monde, un certain nombre de patients, une petite trentaine de notre expérience, se révèlent avoir une cirrhose a posteriori quand on reçoit les résultats de notre pathologie. Donc bien sûr, ce ne sont pas des cirrhoses majeures, elles sont toutes de Child A, puisque sinon cliniquement elles auraient été décelées. Et vous voyez que bon, c'est des patients qui ne sont pas très graves, mais qui quand même ont une petite pression de porte augmentée. Il y a toute une série d'indicateurs qui montrent bien qu'ils ont effectivement une atteinte hépatique sévère. Dans la majorité des cas, bien sûr, on peut avoir été obèse et puis aussi d'autres pathologies. On peut être porteur d'une hépatite virale, on peut avoir été soumis à l'intoxication alcoolique quelques années auparavant. Donc il y a quelques patients dans cette trempe qui avaient une atteinte mixte du foie, mais la grande majorité, plus de 80%, ce sont des patients qui étaient atteints d'une cirrhose ou d'une cirrhose ici, exclusivement liée à leur maladie métabolique. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat chez ces patients? Bien, clairement, on a davantage de complications. Vous voyez que les patients cirrhotiques ont eu 25%, donc on a mis ici, on a intégré l'ensemble des complications de clavien supérieur ou égal à 2, supérieur à 2 strictement, ce qui veut dire avec un geste invasif, chirurgical ou non nécessaire, et vous voyez qu'on arrive de 10% des patients à 25%. Ça veut dire qu'on opère quelqu'un qui a une chance sur 4 d'avoir une complication suffisamment importante pour qu'elle justifie un geste invasif. Et puis si on regarde ces complications, vous voyez qu'elles sont surtout le fait d'infections, ce qui n'est pas finalement surprenant chez ces patients cirrhotiques, donc on connaît le déficit immunitaire. Donc clairement, ce sont des patients dont la technique chirurgicale n'est pas tellement modifiée, mais dont le risque de complication est bien supérieur. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment proposer, malgré ces résultats très époustouflants, parce que c'est plus encore spectaculaire que le diabète, ou dans le diabète, il y a des concurrents médicamenteux très efficaces pour la plupart des patients. Mais là, on a une maladie qui n'a pas de concurrents médicamenteux. Et donc, on est tenté, les hépatologues sont extrêmement tentés de proposer aujourd'hui des patients dont l'indication de la chirurgie est portée devant la NASH et pas tellement devant une obésité sévère. Donc, la question, elle est vraiment prégnante. Aujourd'hui, elle est presque hebdomadaire pour nous. C'est de plus en plus sollicité. Et donc, on a déposé ce projet avec nos collègues d'études randomisées, un peu comme celle de tout à l'heure avec les études du New England qu'on a vues dans le diabète. Patient NASH, pas patient obèse sévère vu du nutritionniste, patient atteint d'une NASH, documenté par une biopsie, chez lequel on va proposer la chirurgie dans un essai randomisé en le comparant à la prise en charge actuelle, c'est-à-dire mesures diététiques et médicamenteuses, mais qui ne sont pas très très puissantes. Et voilà. Et donc ce programme va être accepté et financé, on va pouvoir le débuter dès l'année prochaine, et je pense qu'on devrait avoir des résultats similaires, avec la plus grande prudence bien sûr, et un nombre d'équipes restreint, avec étroite collaboration entre hépatologues et chirurgiens bariatriques. Donc voilà, simplement c'était pour éclairer un peu, pour vous ouvrir sur cette nouvelle fenêtre, une autre pathologie, probablement sujette à la chirurgie, enfin l'indication possible de la chirurgie dans les années à venir, et puis une maladie aussi importante, qui dans les 10 années à venir va se développer en France, qui sera bientôt diagnostiqué sans biopsie, parce que de nombreux collègues travaillent sur le développement de biomarqueurs non histologiques. Donc ça avance, et je pense qu'on aura des patients bientôt qualifiables de NASH, enfin d'atteints de NASH, sans qu'on doive recourir forcément à la biopsie, ce qui est pour l'instant un frein à sa définition, parce que c'est très lourd pour que les patients l'acceptent. Donc clairement, si je vous dis quelques messages simples, il est indiscutable aujourd'hui que la chirurgie bariatrique, dans ces opérations modernes, ne procure pas de risque supplémentaire hépatique, mais corrige la maladie stéatosique hépatique, que tout ça est très lié bien sûr à la correction de l'insulino-résistance, donc du diabète, mais aussi du surpoids, que la NASH, même dans sa forme sévère, donc la stéatohépatite objective, la NASH, peut régresser dans 80% des cas après une chirurgie bariatrique, c'est quand même un chiffre tout à fait surprenant pour nos collègues hépatologues, ça a fait beaucoup de bruit cette année, l'article a été cité plus de 100 fois dans l'article en un an. La fibrose hépatique peut régresser, ce qui est aussi une très bonne nouvelle pour la discipline en général, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'irréversibilité, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est régénération, est-ce que c'est disparition de la fibrose, en tout cas le phénotype est là. Que le gastric bypass, donc en Y, c'est celui qu'on a étudié, semble plus efficace, donc le composant particulier, qui soit hormonal, malabsorptif, on l'a vu tout à l'heure,
qui compare le gastric bypass aux opérations restrictives est important dans cette efficacité. Et puis que dans le cadre de patients sévèrement atteints, les risques et les bénéfices sont quand même à jauger avec prudence et que donc doivent faire l'objet pour qu'on change les indications d'études randomisées, ce que nous nous apprêtons à faire bientôt. Et puis, tout à fait pratique pour nos collègues, et c'est un message qu'on délivre aujourd'hui, que la pratique d'une biopsie hépatique systématique, une simple aiguille sous contrôle de la vue, en célioscopie, un geste extrêmement simple, sans aucune morbidité, devrait progressivement devenir quasiment de routine. Dès que le foie n'est pas strictement normal, ça permet de documenter l'état hépatique initial, de mieux suivre ces patients, de mieux les caractériser, et c'est quelque chose, un message qu'on essaye de faire passer. Nos collègues ne doivent pas hésiter à faire une biopsie hépatique, ce qui prend 5 minutes au moment de l'intervention, au moindre doute de foie non totalement normal, ce qui est fréquent chez l'obèse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce remarquable exposé sur la NASH et sur la NAF. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le... Tiens, Philippe, tu as le micro, toi. Philippe Lasserre. Oui, je voudrais revenir sur votre essai randomisé, qui est particulièrement intéressant, mais pas facile à présenter aux patients, parce que d'un côté, vous avez un traitement qui n'existe pas, et de l'autre côté, un traitement susceptible de l'améliorer. Vous avez vu combien de patients il vous faut à peu près, parce que c'est pas... Alors, heureusement, comme l'efficacité est telle, probablement 30 patients à chaque groupe suffiront. Un peu comme les premiers essais pour le diabète. Mais cette question de l'essai randomisé chirurgie contre traitement médical, surtout s'il est plus efficace, effectivement, est un vrai problème de construction d'essais cliniques. Dans le diabète, c'est difficile de faire accepter aux patients qu'ils peuvent accepter une randomisation pour une décision aussi importante qu'une indication chirurgicale, c'est pas facile. Ce qui nous aide, c'est que ce sont des patients qui n'ont pas accès à la chirurgie parce que leur BMI est en dessous des recommandations actuelles. Donc c'est soit je ne fais rien, enfin je continue comme aujourd'hui, soit j'accepte l'essai pour avoir une chance d'être opéré. Donc c'est un petit peu ça l'état d'esprit du patient, parce que je ne peux pas être opéré en France si je ne suis pas dans l'essai. C'est peut-être le truc qui fait qu'on va peut-être y arriver. Je pense qu'on a de bons espoirs quand même, avec 30 et 30 patients seulement. Ouais. Après, il y a aussi beaucoup de patients qui n'ont jamais pensé à la chirurgie. Et là, tout d'un coup, on leur présente un truc. Mais c'est des patients qui posent parfois problème, parce que s'ils ont une complication, eh ben, ils vous en veulent. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais pensé à la chirurgie. C'est vous qui leur avez dit, ben, tiens, peut-être que vous pourriez rentrer dans ce protocole. Ils se disent, bah ouais, pourquoi pas. Mais ils n'ont pas forcément mesuré la chose. Et c'est vrai que nous, on a cette expérience avec les patients qui veulent accéder à la greffe rénale, qui ont des IMC à 35-40. Les urologues ne veulent pas les greffer, donc ils nous les adressent pour leur faire perdre du poids. Et les seuls vraiment gros soucis qu'on a eu, c'était les patients qui n'avaient pas envisagé la chirurgie et qui n'arrivent plus à manger comme avant. Et là, ils sont des fois revendicateurs. C'est juste, c'est aussi presque, je vais dire presque l'art, mais c'est presque de ça dont il s'agit, c'est de l'art médical, c'est tout l'art de la recherche clinique, notamment en chirurgie où on propose des évaluations de techniques invasives. Donc là, c'est vraiment, ça demande, c'est pas de la recherche clinique de premier niveau avec des infirmières qui font signer les consentements éclairés rapidement. C'est de la recherche clinique où les investigateurs doivent s'investir énormément, c'est sûr. Tu as raison de le souligner. Mais à t'écouter, est-ce que c'est un problème pour les chirurgiens? Parce que tu dis, bon, ça serait bien de faire les biopsies pour ces malades, pour voir. Mais si tu les opères, ils vont, tu nous dis, ils vont régresser la nage. Autre aspect, ça arrive qu'on opère un patient et on découvre un foie très pathologique, alors qu'il a un bilan hépatique un peu perturbé, il a en échographie un foie sans dysmorphie mais stéatosique, et là on se dit, tiens, ça c'est le vrai NASH, il y a beaucoup de fibrose manifestement macroscopiquement, et moi ça m'est arrivé 2 fois, donc alors là j'ai fait une biopsie, et après tout le monde m'a dit, ça a confirmé le NASH, tout le monde m'a dit, mais il faut l'opérer. Et donc on se dit, voilà un malade qui a une hépatopathie, qui est Chal A, puisqu'il n'a pas d'hypoalbuminémie, il a un TP normal, il n'a pas de thrombopénie, il n'a pas d'acide, tout ça on le sait au bilan. Et finalement, est-ce que dans ces cas-là, on fait une biopsie et on fait ce qu'on a prévu de faire? Alors le message que je peux donner, il est double. Le premier cas, c'est le foie est stéatosique, pathologique, mais pas inquiétant.
La biopsie hépatique a pour moi le sens de caractériser mon patient. C'est comme si je ne savais pas qu'il était diabétique, quoi. C'est un peu dommage de ne pas documenter sa pathologie. Si j'ai une complication, par ailleurs pour me protéger, si j'ai une complication, la gravité de son foie, qui n'était pas évidente avant l'intervention, et qui donc me permettra de dire oui, mais c'était un malade qui avait une nage, qui était donc sévèrement atteint, qui était avec des risques particuliers. Ça, c'est le premier cas de figure. Le second, c'est le foie est non seulement pathologique, mais il est inquiétant. C'est-à-dire qu'il est nodulaire. Et cela, moi, la recommandation qu'on a de prudence, notamment pour des collègues qui ne seraient pas dans un environnement aussi protégé que le nôtre, c'est de faire une biopsie, d'interrompre la célioscopie et de reprendre son élan pour évaluer peut-être un petit peu mieux le risque de cirrhose. Parce que derrière, la requin, il n'est quand même pas anodin. C'est opérer quelqu'un qui a un score MEL d'A8, c'est 10% de mortalité en cholécystectomie. C'est incroyable, les chirurgiens généraux l'ont oublié. C'est vraiment une pathologie qui augmente de façon... C'est un log de plus de... Donc voilà, ces deux réponses. Il y a la biopsie pour documenter comme je fais une glycémie ou une hémoglobine glyquée. Il y a plein de chirurgiens qui opèrent les gens sans avoir d'hémoglobine glyquée. C'est dommage de ne pas connaître leur degré de diabète. Mais c'est pareil, parce que c'est vraiment 5 minutes, invasivité nulle, c'est sous contrôle de la vue. Donc on met l'aiguille, c'est surtout pas une biopsie avec un ciseau. C'est une aiguille, c'est la même que des pathologues, qu'on voit plonger dans le foie, qui prend sa carotte, et ça prend 3 minutes et on voit l'hémostase faite. Pour les gens de ma génération, c'est sûr que de voir régresser une fibrose hépatique, c'est au moins aussi surprenant que quand on a vu régresser le diabète de type 2. Et ce qui serait intéressant, c'est évidemment de très vite caractériser ce qui permet de régresser. Et comme vous l'avez dit, est-ce que c'est la régénération ou est-ce que c'est un autre mécanisme? Parce que, par exemple, dans le rein, la fibrose, pour l'instant, on considère que c'est irrémédiable. Donc, est-ce que on peut étendre à d'autres organes au plan histopathologique, là, c'est absolument invraisemblable. Oui, c'est sûr que c'est... Je ne peux pas résister, je vous l'ai dépassé parce que je ne veux pas dépasser mon temps, mais je vais vous expliquer juste le sens de cette diapositive. Pour vous répondre, oui, c'est sidérant. Le foie est quand même exceptionnel, parce qu'il régénère avec une vitesse, on le sait, en quelques semaines, on va récupérer un volume hépatique normal. Donc, probablement le rein, on n'a jamais vu un rein d'hémi-néphrectomie sur une partielle repoussé anatomiquement. Donc le foie est sûrement très particulier. Je ne sais pas si on peut transposer à d'autres organes, mais effectivement, les mécanismes en jeu sont passionnants. C'est juste pour vous montrer ce que s'appelle la recherche en santé dans le service en ce moment. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a une collection de patients, 1000 patients, qui ont été dans une étude prospective parfaitement phénotypée, à qui on a pris les tissus. Et on a aujourd'hui une collection, vous voyez ce petit schéma en bas à gauche, qui sont les 1000 patients avec, quel que soit le critère qu'on prend dans le tableur Excel, chaque patient est un point. Si on appuie sur un point, on a accès au numéro du tube dans le congélateur où il y a le foie, le gras, le sérum, le DNA. Et toutes ces choses-là nous ont permis d'obtenir cette énorme subvention là, de beaucoup de millions d'euros avec Sanofi pour étudier justement la maladie hépatique. Parce que c'est ça la beauté de la chirurgie bariatrique, c'est que c'est à la fois un traitement efficace, mais c'est aussi une fenêtre expérimentale chez l'homme pour des maladies qui n'ont pas d'équivalent animal. Parce que le diabète, c'est pas une maladie du rat ou de la souris, il n'y a pas la même chose, et la nage, c'est encore pire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui profitent de cette opportunité thérapeutique pour proposer, mais il faut bien sûr structurer les choses et travailler avec des scientifiques du niveau qui est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est sûrement des questions essentielles de physiopathologie qu'on va pouvoir explorer maintenant. Moi, je vais conclure. Je voulais remercier encore François Patou pour avoir organisé cette séance. Lui dire que chez la Sherlock, dont tu dois connaître le livre, le nom, je vais se retourner dans sa tombe. Et deuxièmement, je voudrais dire une chose parce que c'est très personnel. J'aimais beaucoup Monsieur Proy. C'est avec lui que je suis rentré à l'Académie de chirurgie. Tu l'as cité 3 fois. Je te connaissais moins bien et je pense que le flambeau de cet homme exceptionnel, parce que ce qu'il a fait sur la chirurgie endocrinienne à Lille est quelque chose d'exceptionnel. J'ai l'impression qu'il est parfaitement repris par quelqu'un de plus jeune et je voudrais vraiment te féliciter parce qu'on a appris beaucoup de choses et c'était une très belle séance. Merci.